Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 28 minutes samedi avec ce soir l'économiste Daniel Cohen. Alors, avec lui, nous allons parler ce soir blé, pépette, oseille, flouze, bref, argent, l'argent des Français, le vôtre, ce que vous en espérez, ce que vous en faites, et puis aussi bien sûr ce qu'il ne remplace pas, ce qu'il ne remplace jamais, l'argent. Et puis on va aussi se plonger dans l'actualité de la semaine. Tout de suite, on jette un coup d'œil au sommaire. Notre premier dossier porte sur le bras de fer qui oppose l'Europe à la Biélorussie. Après le détournement d'un avion de ligne par le dictateur Loukachenko, qui s'est emparé d'un de ses opposants, l'Union européenne a renforcé les sanctions en vigueur. Fermeture de l'espace aérien, embargo, gel des avoirs, interdiction de séjour. Les mesures sont jusqu'ici sans effet. A-t-on atteint les limites de cette politique de sanctions? L'Europe doit-elle aller plus loin pour faire chuter ce régime? Puis nous reviendrons sur le discours historique prononcé jeudi par Emmanuel Macron à Kigali. 27 ans après le génocide Tutsi, qui a fait 800 000 morts en 100 jours, le chef de l'État est venu reconnaître les responsabilités accablantes de la France dans cette tragédie. Une rupture avec ses prédécesseurs saluée de toutes parts. Sortir du déni et regarder le passé en face pour réconcilier les mémoires. Quelles traces le chef de l'État veut-il laisser dans l'histoire? On en débattra. Puis nous conclurons ce petit tour de l'actualité avec Marie Bonisseau qui nous dévoilera sa photo de la semaine. Et voilà le programme. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir Renaud. Bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. Bonsoir Jean-Mathieu Pernin, bonsoir, ça va? Bonsoir, en pleine forme. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir Daniel Cohen. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes économiste, bien sûr. Vous avez co-dirigé avec Claudia Sénic ce livre « Les Français et l'argent », 6 nouvelles questions d'économie contemporaine, paru chez Albin Michel. Alors, avant d'en venir justement à l'argent des Français, évoquons donc votre métier, votre mission d'économiste. Vous êtes un économiste mondialement reconnu, Daniel Cohen, directeur notamment d'économie du département de l'École normale supérieure, bardé de récompenses et de best-sellers. Les économistes, on a tendance un peu à les consulter presque comme des oracles. On attend d'eux qu'ils nous décrivent l'avenir, les prévisions de croissance, d'emploi. Est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à se tromper en fait assez souvent? Oui, c'est un peu comme les météorologues, ils se trompent tout le temps, on leur demande quand même chaque fois. Je crois qu'on attend des économistes qui mettent des mots sur une réalité, notamment quand on parle du PIB, des salaires, des profits, etc. Bon, il y a un cadre comptable à l'intérieur duquel on est bien tous obligés de se repérer. Mais cette question qui, en généralité, est toujours bonne à entendre, elle a pris un tour particulier avec la crise du Covid, enfin de la Covid comme vous voudrez. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on était confronté à quelque chose où les économistes, en réalité, n'avaient pas grand-chose à dire. Autant pour la crise de 2008-2009, ils étaient... Le krach. Oui, le krach, la crise des subprimes. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont démontré, si on peut dire, leur utilité sociale. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire la liste de toutes les erreurs qu'on avait faites dans les années 30 et qu'on n'a pas répétées. Donc oui, on a appris de la crise des années 30 et je pense que ça a aidé à gérer la crise de 2008-2009. Cette fois-ci, ça vient d'ailleurs, cette crise, le Covid, la crise... la distanciation sociale, ils ont été pris complètement par surprise, un peu comme tout le monde, et ils ont dû eux aussi faire en fait des sciences sociales, comprendre la psychologie des Français. Ils le faisaient déjà en partie, mais là, c'est devenu plus urgent que jamais. Ils ont dû aussi beaucoup travailler justement pour comprendre ce qui nous arrive. Travailler, ça vous est déjà arrivé depuis un certain temps, Daniel Cohen. On va voir ça tout de suite avec votre portrait, comme chaque samedi. Il est signé Philippe Ridet, il est lu par Sandrine Le Calvez. Mon cher Daniel Cohen, comme vous me l'avez dit, il ne s'est pas passé grand-chose entre 0 et 20 ans. En fait, vous n'avez pensé qu'à bûcher. On pouvait craindre le pire. Pas même un petit souvenir de jeunesse? Ah si, mai 68, lycée Arago, Paris. À 14 ans, vous êtes déjà en classe de seconde avec les grands. J'avais l'impression d'être à la foire du trône. J'ai su alors que j'avais un déficit de connaissances sur le monde. Né à Tunis en 1953, vous ne vous y attardez pas. Vous avez 3 ans quand votre famille s'installe à Paris. Médecin, votre père ne jure que par les études. De son côté, votre mère reprend les siennes en pharmacie. Vous vivez dans le quartier latin, à 2 pas des universités et des grandes écoles. Ah, encore un souvenir, il y avait des polytechniciens partout. Un signe, votre père vous verrait bien coiffé d'un bicorne, classé X en quelque sorte. Doué pour les maths, votre destin semble tracé, mais vous prenez la tangente, tant pis pour papa. La question, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Aux équations pures, vous préférez l'économie qui touille les chiffres et la patte humaine. Vous optez pour Normal Sup. Je voulais apprendre et connaître.
Agrégation, thèse d'État, carrière archi brillante, vous enseignez, consultez, conseillez des gouvernements, écrivez des best-sellers. Vous avez été séduit par la gauche radicale italienne, vous avez planché pour Rocard et DSK, soutenu Hollande, puis Hamon au présidentiel. On dit que vous donnez à vos auditeurs l'impression d'être plus intelligent que vous. Et la barre est haute. L'argent vous intéresse, mais vous ne l'aimez pas. Les Français sont 4 fois plus riches que dans les années 60, expliquez-vous, mais ils ne sont pas plus heureux. Et c'est ça qui est délirant, c'est ça qui ne peut pas continuer. Quoi? Que dites-vous, mon cher Daniel? C'est donc vrai? L'argent ne fait pas le bonheur? Alors justement, Daniel Cohen, à la lecture de ce livre collectif, Les Français et l'argent, on se pose cette question parce que le constat que vous dressez dans ce livre, c'est notamment que les Français ont un rapport bien particulier à l'argent, comme si, en quelque sorte, ils plaçaient leur bonheur individuel peut-être davantage dans l'argent, dans la réussite matérielle liée à l'argent, que chez la plupart de nos voisins, notamment nos voisins européens. Est-ce que ça veut dire qu'on a plus de mal à faire société, à imaginer un bonheur collectif? Voilà, exactement, et c'est le paradoxe central du livre, en fait, c'est que les Français professent en général de mépriser l'argent. Il y a un grand sociologue qui s'appelle Philippe Deribarne qui disait « Les Français sont habités par une logique de l'honneur ». On ne peut pas dire un Français fait ci, fait ça. Il faut s'adresser à son honneur propre pour qu'il fasse la tâche pour laquelle éventuellement il a été payé. Mais quand on regarde économétriquement, statistiquement, la dépendance des Français par rapport à leur revenu individuel, le paradoxe central, c'est qu'il est beaucoup plus élevé que dans les autres pays. C'est-à-dire que silencieusement, les Français dépendent beaucoup plus de l'argent que les autres et qu'ils ne sont prêts eux-mêmes à l'admettre. Et donc l'explication, non pas de cette dépendance par rapport à l'argent en général, mais cette dépendance plus forte des Français par rapport aux Anglais ou aux Allemands ou aux Italiens, c'est ce que vous dites. En fait, je crois qu'on peut dire que les Français ont plus de mal à faire société que les autres et donc, dans une espèce d'individualisme méfiant vis-à-vis du reste de la société, l'argent a un rôle pacificateur plus fort en France qu'ailleurs. Il y a aussi un rapport un peu ambigu quand même, cet argent un peu tabou, on ne donne pas son salaire par exemple, un peu comme si l'argent était sale et en même temps, vous le disiez, on a tendance à mépriser ceux qui en ont. D'où ça vient? On peut dire, il y a plusieurs manières de le dire, on peut dire que les Français sont habités plus que les autres par une rivalité vis-à-vis de leurs voisins, de leurs collègues, de leurs beaux-frères. Enfin, il y a une blague que je citais dans un autre livre qui était une blague d'un humoriste anglais qui disait être plus riche, être heureux, c'est gagner 1 livre sterling de plus que son beau-frère. Voilà. Donc, en fait, on est toujours dans un jeu de comparaison avec autrui. Peut-être qu'il faut rappeler cette chose très importante, vous disiez, le bonheur collectif. En fait, quand on regarde à l'échelle des sociétés dans son ensemble, si l'argent fait le bonheur, la réponse est non. Vous le rappeliez enfin, dans ce film. Les Français sont 2 fois plus heureux qu'en 1970, 4 fois plus heureux qu'en 1960. Il n'y a aucun indicateur... 4 fois plus riche, oui. Plus riche, pardon. Plus riche. 2 fois plus riche, 4 fois plus riche qu'en 70 ou en 60. Aucun indicateur ne montre qu'ils sont plus heureux. En fait, les indicateurs de satisfaction montre qu'on est au même niveau. Parce que l'argent se dilue dans la comparaison à autrui. Vous êtes plus riche, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est peut-être acheter un appartement plus grand. Mais si tout le monde est plus riche, l'appartement de vos rêves sera plus cher aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui font que l'argent ressemble à un jeu à somme nulle. On tourne dans une roue de comparaison sans fin. Les Français sont plus malheureux dans cette roue qu'on tourne. Pas forcément plus heureux. Pourquoi, justement, s'ils gagnent plus d'argent, pourquoi ils sont plus malheureux? Pourquoi ce pessimisme français par rapport à l'économie? Parce qu'on ne peut pas être heureux collectivement quand on dépend de l'argent pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire que l'argent étant en grande partie un jeu à somme nulle, en fait, si votre bonheur dépend de l'argent, l'argent se dérobera toujours. C'est l'exemple de l'appartement que je donnais. On dit souvent que les Français sont plus pessimistes que les autres peuples européens et même... Alors, les Français... Non, mais voilà, tout ça, il faut mettre sur la table. Les Français sont plus pessimistes, les Français sont plus méfiants, les Français ont plus de mal à faire confiance à leurs élites, à leurs autorités politiques, publiques. En fait, une des recherches qu'on est en train de mener sur le Covid avec mon ami Yann Algan, qui est un des co-auteurs de ce livre, c'est de montrer que la confiance aussi dans les scientifiques a beaucoup baissé au cours du Covid, beaucoup plus que dans les autres pays. Donc il y a quelque chose qui témoigne, tout ça témoigne que les Français ont du mal à vivre en France, en fait, à vivre avec eux-mêmes en réalité. Et l'argent, c'est l'adjuvant, c'est le pharmacon, comme on dit parfois, on voit dans l'expression platonicienne, qui est que ça guérit et ça tue en même temps. Et donc, quand l'argent vient à manquer, collectivement, on a plus de mal, on se raidit,
Et on est malheureux. C'est pour ça que les Français étaient très heureux dans les 30 Glorieuses, parce qu'il y avait toujours plus d'argent. En fait, ce n'est pas tellement le niveau d'argent, mais c'est l'augmentation qui donne cette ivresse, comme les drogues, en fait, qu'on s'en sort mieux. Et quand c'est retombé, en fait, depuis la crise, le retournement des années 70, la société française a du mal à se penser elle-même. Voilà. Il y a un secteur, en tout cas, Daniel Cohen, qui brasse des millions en France, comme ailleurs, d'ailleurs, dans le monde entier. Vous y consacrez un chapitre dans ce livre, un chapitre y est consacré. Et vous allez voir, c'est football. On a justement une archive à vous montrer, une archive qui concerne le foot. On va parler argent et même or, carrément. Oui, puisque le gamin des bidonvilles est devenu le Pibe del Oro, le gamin en or, Diego Maradona. Le voici 4 ans avant de remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine. Il gagne déjà beaucoup d'argent et il l'assume dans ce reportage diffusé sur Antenne 2 dans l'émission Les Jeux du Stade. Nous sommes le 10 avril 1982. Je vous propose de regarder. La famille occupe une place importante. La première parce que avec la famille, on peut bien jouer. On peut être tranquille, on peut faire plein de choses. Sans la famille, on ne fait rien. Le plus important pour moi, c'est que ma famille soit sans souci et qu'elle ait tout ce qu'elle désire. Le luxe, ça vient après, mais le plus important pour moi, c'est que ma famille soit unie et qu'elle soit heureuse, comme elle l'est actuellement. Certains de vos compatriotes disent qu'il n'y a que l'argent qui vous intéresse. Je ne sais pas, mais ce qu'il se passe, c'est que certaines personnes sont dérangées parce que je gagne beaucoup d'argent. Mais si je gagne de l'argent, c'est en travaillant. Je ne le vole pas. Mais mon argent ne les empêche pas de parler toujours de moi. Voilà, les joueurs de foot gagnent trop d'argent, c'est toujours la sempiternelle critique. Alors vous, Daniel Cohen, vous dites tout le contraire, que c'est tant mieux, vous y consacrez donc un chapitre dans votre livre. C'est le seul secteur, dites-vous, où des jeunes, souvent défavorisés, raquettent des milliardaires consentants. D'accord, alors quand on voit quand même que Neymar a coûté près de 220 millions d'euros au PSG, c'est 20 fois plus que les Pelé ou les Maradona, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même un plafond ? D'abord la question, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que les tifosi, les fans se plaignent de ça? Je ne suis pas tout à fait sûr. Il y a du plaisir à voir ces gosses venus des banlieues gagner autant d'argent. Et on a une étude dans ce livre qui est fait par Richard Duhautois et Luc Arondel, très intéressant, dans lequel il montre en effet que ce sont bien les sportifs qui prennent l'argent de la caisse, c'est-à-dire qu'en fait leur salaire assèche les finances de leur club. C'est un des résultats de ce chapitre, aucune corrélation entre le classement du club et sa profitabilité. En fait, presque d'une certaine manière, pour pousser le paradoxe, plus il est haut, le club, dans les ligues, etc., moins il gagne d'argent, parce qu'en effet, c'est les Maradona, les Neymar, etc., qui prennent l'argent parce qu'il y a une ivresse pour les avoir à tout prix, et en fait, les managers perdent leur profitabilité dans cette course à les avoir. Donc il y a quelque chose d'un peu Robin des Bois dans cette histoire, qu'en effet, des gosses venus de nulle part arrivent à prendre l'argent de la caisse. Ils ne partagent pas avec les clubs, c'est pour eux. Les clubs perdent de l'argent au bout du compte. Donc, on ne va pas moraliser tout. Si c'est comme ça, c'est très bien. Voilà, si tout le monde est content, y compris les fans. Si c'est le cas, pourquoi s'embêter pourvu qu'ils payent leurs impôts, évidemment. Voilà, pour en revenir à des réalités un peu plus prosaïques, vous l'évoquiez tout à l'heure, les conséquences, évidemment, de la crise du Covid. Il y a le fameux « quoi qu'il en coûte » qui a été érigé en dogme, en tout cas par l'exécutif, soutenir l'économie quoi qu'il en coûte depuis le début de la crise du Covid. Est-ce que c'est effectivement une spécificité française, en tout cas un atout français au regard d'un certain nombre d'expériences étrangères, et est-ce que ça peut permettre à l'économie française de redémarrer assez rapidement en sortie de crise sanitaire, comme semble l'esquisser le gouvernement en tout cas? Ce n'est pas spécialement une spécificité française. On a vu ça en Allemagne, on a vu ça aux États-Unis. Et là, en ce moment même, Biden est en train de donner une leçon de dépense générale qui est en train de laisser tous les autres élèves de la classe au fond des classements en dépensant des sommes qui, même à l'échelle des États-Unis, en le rapportant au PIB, sont considérables. Il a un plan de relance, un premier plan de relance qui va représenter à peu près, en cumulé avec les dépenses qui ont été votées à la fin de l'année dernière, 13% du PIB américain. Et il est en train de doubler, peut-être même de tripler ce plan de dépenses sur plusieurs années. Donc oui, l'argent, on a de l'argent magique. Je pense que c'est une bonne attitude à avoir. On est dans une crise majeure, une crise qui est la plus sévère sans doute que de toutes celles qu'on a connues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que c'est une crise qui va être la plus courte aussi de toutes celles qu'on a connues, parce que précisément, on n'a pas hésité à mettre de l'argent. Ne répétons pas les erreurs qu'on a faites, malgré les conseils des économistes en Europe, en particulier en 2008-2009, à vouloir trop vite
resserrer les cordons de la bourse. Et puisque je pense que votre question amène à celle-là, n'ayons pas peur de la dette pour l'instant, dans la mesure où elle ne coûte rien, les taux d'intérêt sont nuls. On a tout le temps de voir ce qu'il faudra faire de ces dettes, mais elles ne pèsent rien dans le budget de l'État aujourd'hui. Qui peut donc laisser espérer un redémarrage de l'économie assez rapide. N'allons pas plus loin parce que sinon on va se hasarder à une nouvelle prévision, Daniel Cohen. Voilà. Soyons prudents, mais en tout cas vous avez dressé le tableau. Indien, on va pas. Vous n'êtes pas. Ensuite. Ouais. Vous n'êtes pas vous, contrairement à des millions de gens épidémiologistes. Donc nous allons tout de suite. Je croyais l'être un peu. sortir. Nous non plus. Sortir du sujet et on va partir en voyage tous ensemble, Daniel Cohen. On part pour un petit tour de l'actualité. On embarque dans les bagages de Gaël Legras, qui nous emmène voir ailleurs ce qui fait l'actualité hors de nos frontières ce soir. On s'envole carrément pour l'autre bout du monde, on part pour l'Australie. Que se passe-t-il en Australie après la sécheresse et les millions de poissons morts en 2019, après les incendies et les 3 milliards de koalas brûlés en 2020, le pays subit cette année un nouveau désastre environnemental. It's the latest challenge pushing farmers to breaking point. Millions of mice running riot and destroying valuable stock feed. The Guardian Australia titre « L'invasion des souris prend des proportions bibliques dans l'est de l'Australie ». En Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland, les souris sont en effet partout. Elles urinent et défèquent dans les ballots de foin, les stocks de céréales et les agriculteurs sont obligés de tout brûler. Selon The Conversation, le fléau des souris a déjà coûté 100 millions de dollars aux paysans, mais ce n'est pas tout. Le quotidien des habitants est cauchemardesque. Les souris s'immiscent dans les lits, les salles de bain, les cuisines où elles laissent leurs excréments. Elles dévorent tout ce qu'elles trouvent et pas seulement la nourriture. A lot of households have lost fridges and microwaves and all that where they've got in and chewed wiring and burnt them out. There's the smell of the live mice, but then there's the smell of the dead and decaying mice, and it's just horrific, it's horrible. Les scientifiques constatent l'extension du phénomène. Les villes de Sydney et Canberra sont menacées. Cette invasion est causée par les sécheresses à répétition suivies cette année d'une période de fortes pluies. En conséquence, le gouvernement a décidé de prendre des mesures drastiques. Many farmers are tonight pinning their hopes on a supply of the world's strongest mice-killing chemical. Le ministre de l'Agriculture de Nouvelle-Galles du Sud a d'ores et déjà commandé 5000 litres de bromadiolone, un poison extrêmement mortel, en attendant l'autorisation de l'Agence nationale des pesticides. This is extreme action, but we are facing a set of circumstances which are extreme, unprecedented. Seul petit problème, comme l'écrit ABC News, la bromadiolone s'infiltre dans le sol et empoisonne les aliments. De même, précise Canberra Times, ce poison peut provoquer la mort d'autres animaux, le bétail, les chiens et les rapaces. Décidément, en cette période de crise, nous avons chaque jour la confirmation qu'Einstein était un visionnaire quand il affirmait « Ce qui caractérise notre époque, c'est la perfection des moyens et la confusion des fins ». Merci Gaël Legras. On va tout de suite entamer un petit tour de l'actualité. Et pour cela, nous accueillons deux journalistes. Bonsoir Myriam Amellal. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24 où vous animez l'émission hebdomadaire Express Orient. Bienvenue à vous et à vos côtés. Bonsoir Richard Verly. Bonsoir. Correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Tout de suite, notre premier sujet d'actualité, Hélène, c'est le bras de fer engagé entre l'Union européenne et la Biélorussie. Oui, dernière provocation du président Alexandre Loukachenko, le détournement d'un Boeing de la compagnie Ryanair dimanche soir. L'appareil intercepté par le régime pour arrêter un opposant qui était à bord. Alors l'Union européenne a très vite réagi, fermeture de son espace aérien, de ses aéroports aux avions biélorusses, interdiction de séjour et gèle aussi des avoirs pour 88 personnalités, dont le président Loukachenko lui-même. Pour autant, aucun signe de compromis de la part du dictateur. Pire, la répression a même été redoublée par rapport aux opposants dans le pays. Richard Verly, une fois de plus, on a l'impression que ces sanctions européennes ne servent pas à grand-chose. Est-ce que l'Union européenne ne pèse plus rien ? Je crois que dans le cas présent, c'est paradoxal parce que l'Union européenne a réagi très vite. Parce qu'il y a une coïncidence qui ne se passe pas souvent, c'est que le jour où Loukachenko a décidé de kidnapper en quelque sorte cet appareil de Ryanair, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se réunissaient à Bruxelles. Donc ils n'avaient aucune excuse pour procrastiner. La décision des sanctions, pour le coup, est tombée très vite. La difficulté, elle est double. La première, c'est que 80 personnes, ce n'est absolument pas l'appareil d'État dans son ensemble. Donc vous visez 80 personnes, mais ça ne fait pas tant de mal que ça, parce que vous pouvez imaginer que ces types de dirigeants, ils ont déjà de l'argent placé ailleurs et autres. Et puis plus vous allez entrer dans des sanctions massives, plus vous allez vous mettre à dos la population. Donc au fond, moi je ne parlerai pas d'impuissance, je dirais plutôt la difficulté, c'est d'être pris en étau entre une politique de sanctions
et les effets contre-productifs que ces sanctions peuvent avoir, surtout quand à côté, la Russie n'attend que ça pour tendre la main. Mais bien, est-ce que finalement l'Europe aurait pu aussi ne pas en prendre des sanctions? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auraient pu s'abstenir d'en prendre parce qu'on dit que ça ne sert à rien, finalement, de ne pas en prendre? Absolument pas. Je pense qu'au contraire, il faut peut-être même prendre des sanctions avant que tout cela ne se passe. On attend toujours le gros événement qui est très médiatisé pour prendre des sanctions, mais ça fait déjà des semaines que la répression a repris en Biélorussie. Il y a des opposants qui ont été arrêtés, il y a des médias qui ont été fermés, il y a même une loi qui a été votée pour interdire aux médias de couvrir des manifestations non autorisées et même la publication de sondages sans accréditation. C'est dire jusqu'où ça va. Donc peut-être qu'il faudrait s'y prendre un peu avant. Ça me rappelle un petit peu la phrase de Barack Obama quand il y a eu les Syriens qui ont, l'utilisation d'armes chimiques sur les Syriens, la ligne rouge. Et so what, j'ai envie de dire. Il y a eu la ligne rouge, Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Il faut peut-être justement s'y prendre un peu avant et ne pas attendre la dernière minute pour prendre ces sanctions. Il avait menacé de bombarder, d'intervenir en cas de franchissement de cette ligne rouge qui a été franchie sans qu'il le fasse. Daniel Cohen, est-ce qu'on a dans l'histoire des exemples de sanctions économiques, pour le coup, à l'encontre d'un pays qui ont contribué ou qui ont fait tomber un régime? Si on pense à Cuba, par exemple, qui a subi un embargo pendant des décennies, ça n'a rien changé. Plus récemment, les sanctions prises à l'endroit de la Russie après l'annexion de la Crimée ne semblent pas effrayer Vladimir Poutine. Non, on pourrait dire l'Iran aussi, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Il y a parfois un contre-exemple, c'est parfois la chute de l'apartheid en Afrique du Sud aurait été accélérée par voilà, la chute de l'apartheid. Bon, l'ex-URSS, la Russie, s'est tout de même à un moment donné effondrée parce que le système économique intérieur n'arrivait absolument pas à être au niveau des aspirations que la rivalité avec l'Ouest, un peu la même chose à l'échelle géopolitique, a fini par produire. Bon, donc oui, mais je pense que c'est pas exactement ça la question en réalité. La question, c'est, faut-il le faire ou pas? Bien sûr, réagir, d'abord comprendre ce qui a pu se passer dans la tête d'un dingue, arrêter un avion pour prendre un opposant. Je ne sais pas si on a été au bout du raisonnement qui peut conduire un dirigeant, aussi autocratique soit-il, à prendre une décision aussi absurde en réalité, dans les effets que ça va produire relativement. Il fut une époque où la France détournait l'avion avec les opposants algériens et Ben Bella à l'intérieur. Pendant la guerre d'Algérie. Oui, d'accord, mais les temps ont changé, comme on dit. et là, je ne vois pas le bénéfice qu'il peut en tirer, y compris sur le front intérieur. Mais vous parlez de sanctions. Bon, la sanction, elle est difficile à faire, mais le vrai sujet, c'est est-ce que l'Europe est capable? Alors, vous disiez dans la présentation, c'est un nain politique. Oui, l'Europe n'est pas une puissance politique, n'est pas une puissance militaire, et entre autres raisons parce qu'elle n'a pas envie de l'être. Elle n'a pas envie de bombarder, de se mettre en guerre. Il y avait un politologue américain, Kagan, qui disait c'est Vénus et Mars, les Américains sont encore du côté de Mars, sont prêts à faire la guerre, et les Européens n'ont plus envie de la faire. On ne va pas leur reprocher de ne plus avoir envie de la faire. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent être une puissance autre que militaire? Est-ce qu'ils peuvent être une puissance qui affirme ses valeurs et se donne les moyens de les faire respecter par ses armes qui sont l'économie? Elle pourrait, mais il y a des choses auxquelles elle doit renoncer. L'exemple typique, c'est le gaz dont on se prépare à être dépendant vis-à-vis de la Russie. Si on veut être une puissance avec le projet entre la Russie et l'Allemagne. Projet entre la Russie et l'Allemagne pour se fournir en gaz. Si on veut aller au bout de cet état de confrontation latente dans lequel on est avec la Russie, il faut que l'Allemagne renonce à ce gaz. Voilà. Et là, il y aura une sanction pour Poutine, parce que là, tout d'un coup, il sera privé de débouchés, et peut-être qu'il réfléchira. Mais si d'un côté, on empêche les avions entre la Biélorussie et la France, et qu'on achète du gaz à la Russie, on n'a aucune crédibilité comme puissance pacifique. Justement, vous pointez l'influence de la Russie, le grand frère russe, Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs renouvelé son soutien à Loukachenko hier. Eh bien, Moscou et la Russie sont pointés du doigt par la diplomatie britannique. Les Britanniques, qui, ça ne vous aura pas échappé, ne sont plus dans l'Europe, mais ont suivi l'Union dans toutes ces sanctions face à la Biélorussie. Dominique Raab, le chef de la diplomatie britannique, a pris la parole cette semaine. Nous n'avons pas de détails précis à ce sujet, et je vais faire très attention à ce que je dis à ce stade. Mais en effet, il est très difficile de croire que ce genre d'action aurait pu être prise sans au moins l'assentiment des autorités de Moscou. Bon, alors on sait qu'entre Poutine et Loukachenko, ce n'est pas le grand amour, mais vous le disiez, Renaud, hier, Vladimir Poutine a renouvelé son soutien au Bélarus. Richard Verly, est-ce que Moscou était en coulisses, comme le dit le chef de la diplomatie britannique, dans l'interception de cet avion ?
Alors ça, je ne le sais pas, mais par contre, on peut imaginer que Loukachenko n'aurait pas pris une telle décision sans en informer, disons, des contacts qu'il a au sein de l'appareil russe, parce qu'il n'aurait pas pu se permettre d'être lâché par la Russie après un tel événement. Par ailleurs, l'exemple que vous donnez du Royaume-Uni est tout à fait compréhensible, parce qu'eux, ils savent ce que c'est que la tactique de la Russie d'aller assassiner des opposants, puisque Vladimir Poutine a tenté de le faire au Royaume-Uni. Or, en réalité, c'est la même chose. Ce que font aujourd'hui la Biélorussie et la Russie, c'est de renouveler la fameuse tactique de l'Union soviétique qui consistait d'aller chercher les opposants à l'étranger et de les tuer ou de les éliminer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Un mot, Myriam Amellal, Loukachenko, le Biélorusse, est dans la main de Vladimir Poutine. C'est effectivement de son soutien que dépend l'avenir du régime ? Très certainement, il est soutenu et il le sait. C'est pour ça qu'il se permet des choses aussi osées, quoi, de détourner un avion et d'arrêter un opposant. Oui, il a le soutien de la Russie, il le sait, sinon il qui est pour l'instant pas jusque-là. Qui est pour l'instant solide. En tout Avec cas, un pays qui, par ailleurs, la Biélorussie on n'est pas du tout dans le cas de l'Ukraine. C'est un pays qui n'a jamais été pleinement indépendant, qui a toujours été dans l'orbite russe. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Alors il est temps maintenant de s'attaquer à l'actualité en images. Le Vu cette semaine qui nous emmène en Syrie, où s'est déroulée mercredi une élection présidentielle au pouvoir depuis 21 ans. Bachar al-Assad a été réélu avec plus de 95% des voix pour un nouveau mandat. Cette élection et cette réaction populaire que nous avons vue confirment que le citoyen syrien est libre. Je pense que la mobilisation que nous avons vue ces dernières semaines apporte une réponse suffisante et claire. Qui dit aux critiques occidentales « Vos opinions ne valent rien, votre valeur équivaut à 10-0 ». Alors, au bout de 10 ans de guerre, plus de 400 000 morts, 13 millions de personnes déplacées, le pays est détruit, la population exsangue. Comment aider la Syrie à se relever sans conforter un peu plus le pouvoir du tyran Bachar al-Assad, Myriam Amellal ? C'est une question très compliquée. Comment aider la Syrie à se relever sans aider Bachar al-Assad? Je pense qu'on ne peut pas aider les Syriens sans passer par le régime syrien. Il faut faire avec ce qu'on a et Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Seulement, il y a peut-être des façons de le faire avec des conditions. Lui, il a organisé son élection. Il s'attaque directement, on l'a entendu, aux Occidentaux. On ne peut pas non plus faire comme si de rien n'était et que ce régime n'était pas un régime... De toute façon, la communauté internationale a toujours conditionné l'aide à la Syrie par le départ de Bachar al-Assad. Donc aujourd'hui, il est difficile d'apporter une aide sans condition. Et qui doit financer, Daniel Cohen, vous-même qui avez été consultant pour la Banque mondiale, qui doit financer la reconstruction de la Syrie? 85% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Voilà, mais ça nous ramène un peu à la discussion de tout à l'heure par rapport à la Russie. La Russie a soutenu militairement Assad. Elle est absolument incapable de l'aider à se relever. Elle n'a pas les moyens. La Russie est une puissance faible en termes de richesse, de PIB. Son PIB est à peu près au niveau de l'Espagne, 50% inférieur à celui de la France, la moitié de celui de l'Allemagne. Elle n'a absolument pas les moyens d'aider ce pays à se reconstruire. Donc, la Russie pense que l'Europe va manger son chapeau et aider Bachar. On revient à ce que je disais tout à l'heure. L'Europe peut être une puissance pacifique, c'est-à-dire qu'elle peut fixer ses conditions, le retrait de la Russie de ceci et de cela, elle peut, la réouverture d'un certain nombre d'associations culturelles, tout ce qu'on voudra, elle peut fixer ses conditions. Sans l'Europe, la reconstruction de la Syrie n'aura pas lieu. Et donc, l'Europe peut fixer des conditions à son intervention dans ce pays, son intervention pacifique dans ce pays. D'ailleurs, il y a des experts qui se sont exprimés dans l'Orient le jour qui disent que Poutine n'exclut pas du tout de faire partir Bachar al-Assad dans un avenir assez proche pour justement que la reconstruction puisse se faire avec l'Union européenne et les autres puissances. Alors on va enchaîner avec un autre sujet d'actualité de cette semaine, Hélène. C'est un retour sur le discours historique d'Emmanuel Macron à Kigali, au Rwanda. Je viens reconnaître nos responsabilités. Ce sont donc les mots d'Emmanuel Macron jeudi dernier au mémorial du génocide dans la capitale Kigali. La France responsable mais pas complice. Il n'y aura donc pas d'excuses. Emmanuel Macron prône plutôt la réconciliation des mémoires. On se souvient de 1995, du discours de Jacques Chirac sur la rafle du Veldiv, un discours où il reconnaissait lui aussi la responsabilité de la France. Ce discours d'Emmanuel Macron, Richard Valli, est-ce que lui aussi restera dans l'histoire, ce discours de Kigali ? Dans l'histoire des relations entre la France et le Rwanda, sans doute. Dans la grande histoire, non, je ne crois pas, parce que ce qu'on sent de toute manière et ce qu'on voit, c'est que la raison d'État demeure. Il y a eu ce rapport, le rapport Duclerc, extrêmement fouillé sur les responsabilités accablantes de la France, mais
tout le monde pense qu'il y a encore une partie, sans doute, de ce qu'on sait des événements de l'époque qui n'a pas encore été dévoilée. Et finalement, Emmanuel Macron est sans doute allé au maximum de ce qu'il pouvait faire. Après, se pose une autre question, c'est est-ce que dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'une compromission d'un État par rapport à un autre, est-ce que les excuses sont le bon terme? Est-ce qu'au fond, Emmanuel Macron aurait pu même apporter des excuses? Là, c'est un débat plus vaste, je ne suis pas sûr. Je pense que la grande différence, si vous voulez, entre Jacques Chirac et le Veldiv, c'est que c'était un État, le régime de Vichy, l'État français. Jacques Chirac était président de la République française. Dans ce cas précis, Emmanuel Macron est le successeur d'un lointain prédécesseur, François Mitterrand. Faire des excuses... on peut en débattre longtemps. Justement, lointain prédécesseur, disiez-vous, Richard Verny. Myriam Amellal, est-ce qu'il faut un saut générationnel, en quelque sorte, pour qu'un président puisse effectuer cette rupture par rapport à ses prédécesseurs? Vous évoquiez Jacques Chirac, qui lui-même avait rompu avec un certain nombre de ses prédécesseurs gaullistes, et d'abord le général de Gaulle lui-même, qui considérait que la France était à Londres et pas à Vichy durant l'occupation. Emmanuel Macron n'est en rien l'héritier, effectivement, de François Mitterrand, et on sait que c'est plutôt le dernier carré de fidèles de François Mitterrand qui refusait de reconnaître les responsabilités de la France dans le génocide rwandais. Alors il faut forcément un peu de temps, faut que les choses se dépassionnent, j'ai envie de dire, mais ça n'aide pas toujours. Hein. On a d'autres exemples qui montrent bien que le temps est passé et que les passions sont toujours vives. Mais il faut un président plus jeune, d'une autre génération, quelqu'un qui n'ait pas connu ces événements. Ça aide beaucoup, et Emmanuel Macron a fait plusieurs pas vers le Rwanda. Je vous rappelle que la France a soutenu par exemple la candidature de Louise Mushikiwabo, qui était ministre des Affaires étrangères et qui est maintenant à la tête de la francophonie. Le Rwanda était un pays francophone qui a basculé vers le côté anglophone, et aujourd'hui Emmanuel Macron est en train d'essayer de ramener ce pays vers la francophonie, de renouer des liens, et ça fait depuis qu'il a été élu, qui fait des efforts. Évidemment, ce discours est historique, je suis d'accord, dans le cadre des relations bilatérales, mais c'est aussi un discours symbolique qui va permettre d'avancer davantage. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment pour le côté justice. Les victimes demandent à ce que les génocidaires soient traduits devant la justice, et surtout ceux qui ont été accueillis en France et qui vivent en France sans avoir été inquiétés. Alors il y a un autre sujet mémoriel évidemment extrêmement complexe sur lequel s'est aussi avancé Emmanuel Macron ces dernières années, c'est le dossier algérien, Jean-Mathieu. Eh bien oui, puisque le 20 janvier dernier, l'historien Benjamin Stora remettait à Emmanuel Macron un rapport intitulé « Les mémoires de la colonisation et la guerre d'Algérie ». Alors l'idée, eh bien, c'était d'identifier les douleurs du passé, de proposer une sorte de chemin commun entre les deux pays. L'accueil de cette initiative, alors de l'autre côté de la Méditerranée, a été, on va dire, polaire, voire même quelques degrés en dessous de polaire, hein, si c'est possible, puisque 3 semaines après la présentation de ce rapport, le porte-parole du gouvernement algérien, Ammar Bellimer, regrette le refus de la France de reconnaître ses crimes coloniaux, dit-il, avant d'ajouter, je cite, « Le criminel fait tout pour éviter de reconnaître ses crimes ». Voilà, et alors si Emmanuel Macron s'était attiré les faveurs du pouvoir lors de la présidentielle française en 2017, en reconnaissant, eh bien, en déclarant que la colonisation était un crime contre l'humanité, eh bien, cette fois-ci, il est au cœur des critiques des médias algériens qui attendent que le mot, justement, vous en parliez tout à l'heure, le mot « excuse », celui-là, soit prononcé par le président de la République française. Le travail de Benjamin Stora est lui aussi critiqué, mais lui, il s'en défend en expliquant « Les discours d'excuses ne doivent pas être des mots prononcés un jour pour se débarrasser le lendemain d'un problème si profond » et il appelle la France et l'Algérie à faire un travail pédagogique. On pourrait en rester là, mais c'est vrai, vous l'avez dit, c'est un passé qui ne passe pas, et la preuve encore, le 8 avril dernier, donc c'est vraiment pas vieux, hein, devant le Sénat algérien, El Hachemi Djaboub, qui est ministre du Travail, il évoque la France comme notre ennemi traditionnel et éternel. 3 jours plus tard, eh bien, annulation de la visite de Jean Castex en Algérie, soi-disant pour des problèmes sanitaires. On voit qu'il y a une sorte de je t'aime moi non plus diplomatique et historique entre les deux pays. Mais Myriam Amellal, pourquoi cet exercice de mémoire finalement semble si difficile entre la France et l'Algérie? Alors c'est extrêmement différent de l'histoire avec le Rwanda, parce que d'abord c'est pas du tout la même histoire. Le Rwanda c'est un génocide qui s'est déroulé en 100 jours de manière extrêmement violente. La France était présente au Rwanda, mais pas de la même façon. L'Algérie c'est un pays qui a été colonisé. La colonisation s'est faite dans la violence et par la conquête, hein, et ensuite il y a eu 132 ans de présence française où il y a eu beaucoup d'humiliation qui s'est transmise de génération en génération. Donc c'est
beaucoup, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, évidemment. Ensuite, il faut recontextualiser tout ce que vous avez dit là, avec les prises de parole des officiels algériens, se passe dans un contexte intérieur qui est très compliqué. Aujourd'hui, le pouvoir est contesté en Algérie, il faut le savoir. Il y a eu un mouvement, le mouvement de contestation Hirak, c'est réapproprier l'histoire, connaît l'histoire de la guerre d'Algérie. Il y a eu une espèce de décomplexification, si je puis dire, de l'histoire. On a même entendu des slogans comme FLN au musée, etc. Donc il y a un rapport qui est différent, mais ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que le lobby des anciens combattants, de part et d'autre, est très puissant. Et en France, il y a une élection présidentielle qui arrive, et en Algérie, il y a un contexte qui fait que le sentiment anti-français est utilisé, et cette histoire mémorielle est utilisée pour justement essayer d'attirer, de faire naître le nationalisme par le pouvoir. Par le pouvoir. Et en France, c'est pareil. Quand on voit l'histoire de la panthéonisation de Gisèle Halimi, tous les débats que ça a provoqué, ça prouve bien que c'est un sujet qui reste sensible, notamment quand il y a une échéance électorale. Daniel Cohen, ces deux contextes politiques de part et d'autre de la Méditerranée expliquent qu'on a du mal à avancer, même s'il y a eu des gestes ces dernières années, notamment côté français, avec de la part d'Emmanuel Macron, la reconnaissance du fait que Ali Boumendjel ait été torturé et tué par l'armée française en 1957, où on se souvient aussi de la reconnaissance de la disparition de Maurice Audin, ça c'était en 2018. Très important. Mais pour revenir sur le Rwanda, sur l'Algérie, en effet, c'est un sujet immense avec le recul qu'on doit avoir sur la colonisation. On peut imaginer qu'on finira par réconcilier ces mémoires. J'espère. Il n'y a pas de raison. Mais sur la démarche sur le Rwanda, je trouve qu'elle a été vraiment très intéressante parce qu'on a eu un rapport d'historien. On dit Macron aurait pu en faire un peu plus. En fait, il s'est tenu exactement au langage qu'avait proposé le rapport de Clerc. C'est une responsabilité, mais pas une complicité. Une responsabilité écrasante, un aveuglement. Donc, il a repris les éléments de langage du rapport d'historien. Donc, il s'est appuyé là-dessus. Il n'a pas dit « t'as pas été assez loin » ou « t'as été trop loin ». Et deuxièmement, je pense que c'est une affaire franco-rwandaise. Donc, pour les Rwandais, je crois comprendre que le discours a été bien reçu. Je ne suis pas sûr qu'on en ait tiré toutes les leçons en France, parce que dans le rapport de Clerc, il y a vraiment des éléments accablants sur la manière dont le pouvoir du président de la République, en fin de règne, si je puis dire aussi, à François Mitterrand à l'époque. Mais ça va au-delà de François Mitterrand. C'est tout ce pouvoir concentré dans une main qui peut, à l'abri des parlements, de la société civile, etc., au fond, prendre des décisions aussi importantes. Je crois qu'on a une réflexion à avoir sur la manière dont cette tragédie s'est produite du côté français, au-delà des personnes. Il ne s'agit pas de dire Mitterrand, bon, il a abusé d'un pouvoir, mais qui lui a été donné dans ces termes-là. Et je pense que pour nous, c'est une grande leçon à avoir pour la suite, pour être certain que plus jamais on ne se retrouve dans une situation où un homme, dans sa chambre, dans son bureau, puisse décider comme ça de la France, en fait, et de sa relation avec autrui. Ça interroge aussi, effectivement, sur le fonctionnement de notre système démocratique. Merci à tous les deux d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. Daniel Cohen, vous restez avec nous, bien sûr. Vous allez voir, on va retrouver quelqu'un qui, chaque semaine, aime à faire son intéressant. David Castello-Lopez, évidemment. Comme chaque samedi, se pose une question très intéressante. Les femmes pleurent-elles plus que les hommes ? Les femmes pleurent-elles plus que les hommes ? Un homme, ça pleure pas, ok ? Ça soulève des choses lourdes et ça mange du gras, mais ça pleure pas. Une femme, si. Cliché ? Bah ouais, mais est-ce que c'est vrai ? Intéressant. Les femmes pleurent-elles plus que les hommes ? C'est la question que s'est posée le chercheur néerlandais Ad Vingerhout. Ad est l'un, sinon le leader mondial de la recherche universitaire sur les larmes. Il a étudié la fréquence des épisodes de larmes dans le monde entier et son verdict est clair. Les femmes pleurent en moyenne 4 fois plus souvent que les hommes. Entre 30 et 64 fois par an pour les femmes, entre 6 et 17 fois par an pour les hommes. Par ailleurs, lorsqu'elles pleurent, les femmes pleurent aussi 2 fois plus longtemps. 6 minutes en moyenne par épisode de larmes chez les femmes, 3 chez les hommes. Mais alors, pourquoi ces différences ? Bon, bien sûr, elles peuvent s'expliquer en partie par le fait que la société a généralement tendance à mieux accepter les larmes chez une femme que chez un homme, mais il y a aussi des explications biologiques. La première, c'est que les petits conduits par lesquels passent les larmes, et qu'on appelle les canaux lacrymaux, sont plus étroits chez les femmes que chez les hommes. Ce qui veut dire que les larmes ont tendance à déborder de leurs yeux plus facilement. La seconde, ce sont les hormones. Selon Ad, il est fort possible que la testostérone, l'hormone mâle par excellence, ait pour effet d'inhiber les larmes. D'ailleurs, les hommes auxquels on donne des médicaments qui ont pour effet de baisser les niveaux de testostérone ont tendance à pleurer plus facilement. Dernière question, pourquoi les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes, pleurent-ils ?
Et oui, les êtres humains sont les seuls êtres vivants qui pleurent à cause de leurs émotions. Ça, personne ne sait vraiment pourquoi, mais l'une des théories avancées, c'est qu'il y a des millions d'années, les bébés qui avaient tendance à pleurer, au lieu de crier quand ils avaient faim, attiraient moins les prédateurs que les autres. Donc ils ont mieux survécu, et aujourd'hui, nous sommes tous leurs descendants. Oh, c'est hyper intéressant. Bah ouais. Intéressant. C'est vrai que c'était très intéressant. Merci David Castello-Lopez. J'en pleure. C'est chez Volard, Marie Bonisso, c'est à vous. Et ce soir, Marie, votre photo de la semaine, bienvenue bien sûr. Bonsoir. Elle nous emmène, votre photo, en Afghanistan où les palais des sultans ont de nouveaux locataires. Oui, on va aller chez les Ghaznévides et les Ghorides, que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont deux dynasties qui ont régné sur ce qui est actuellement l'Afghanistan il y a un millénaire. Donc on n'était pas nés, c'était entre le 10e et le 13e siècle. Ils ont diffusé l'art islamique jusqu'au nord de l'Inde et leur somptueuse résidence d'hiver, 1000 ans après, est toujours debout. Je vais vous la montrer, c'est au sud de l'Afghanistan, sur les bords d'une rivière qui s'appelle Helmand. Regardez comme c'est magnifique, tout en argile ocre. C'est toute une cité qui est encore debout. Les archéologues l'appellent Lashkari Bazar. Alors, sur une dizaine de kilomètres, vous y trouvez un palais, des mosquées, des ateliers de céramique, des traces de fresques magnifiques, et même des glacières, vous savez, ces salles souterraines dans lesquelles on mettait les aliments. Le tout totalement vide et désert, évidemment, depuis les années 50, quand une délégation d'archéologues français a été passée pour fouiller, jusqu'à ce qu'il y a peu débarquent quelques centaines de réfugiés afghans qui viennent des zones rurales du pays et qui fuient tout simplement les talibans. Ils ont été filmés, photographiés par l'AFP cette semaine. Pour la plupart, ce sont des familles de policiers qui travaillaient pour l'État afghan. Il y a beaucoup de veuves aussi. Et tous, comme vous le voyez, sans eau ni électricité, tentent donc d'aménager leur logis dans ces ruines. Alors, certains ont rajouté des portes, ont consolidé les murs, et d'ailleurs il se murmure que ce sont des locaux, des officiels de la région qui ont pris les ruines et qui leur ont loué par petits bouts à ces réfugiés, comme quoi on peut fixer des prix de loyer même chez les fantômes. Ce qui inquiète évidemment les archéologues qui s'intéressent au site, même si, à leur manière, reconnaissait le directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, à leur manière, ces réfugiés, en fait, protègent le site puisqu'ils en ont fait leur maison. Sachant que le vrai danger, au-delà de ces nouveaux locataires précaires, c'est peut-être tout simplement la guerre. On est dans le sud de l'Afghanistan, dans cette région, et alors que la deadline du retrait total des troupes américaines, c'est le 11 septembre prochain, les talibans n'ont jamais été aussi près de reprendre le pouvoir et beaucoup d'observateurs s'attendent à une offensive qualifiée d'inévitable. Eh bien, merci Marie. On veillera à ça dans les semaines à venir. Merci de nous avoir alertés et de nous avoir fait voyager sur ce site formidable. Merci à tous. Mais voilà, l'émission est terminée en tout cas pour ce soir. Merci beaucoup Daniel Cohen d'être venu passer ce début de soirée avec nous. Il faut donc lire Les Français et l'argent, 6 nouvelles questions d'économie contemporaine que vous avez co-dirigées avec Claudia Sénix. C'est chez Albin Michel, de multiples questions qui ont trait au rapport des Français avec l'argent, notamment une qui nous concernera tous un jour ou l'autre, espérons-le, c'est la retraite et comment justement les couples gèrent leur passage à la retraite. Vaste question. Voilà. Dans un instant sur l'antenne d'Arte, avant la retraite, on va franchir les Pyrénées et partir passer un jour en Espagne pour mieux comprendre les mutations de notre séduisant voisin. Lundi à 20h05, vous retrouvez Elisabeth Quint. Nous, on se donne rendez-vous samedi prochain à la même heure. Et comme toujours, on va se quitter en musique. Et puisqu'on a beaucoup parlé d'argent ce soir, Daniel Cohen, on va se poser tous ensemble une grave question avec Michel Delpech. Mais comment fait-on pour gagner des sous? Tchuss. C'est en maçon que l'on devient maçon. En polissant qu'on devient polisson. Mais pour gagner des sous, c'est en bûchant que l'on devient